Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Cases. Au programme aujourd'hui, une rencontre avec les deux créateurs de Torgal, ce héros mythique qu'on adore. Grzegorz Rosinski et Jean Van Damme, les deux étaient réunis lors de la convention Torgal qui a eu lieu à Paris. On y était évidemment. On ira ensuite à Montrouge rencontrer Antonio Lapone qui est venu spécialement à Paris dans un atelier Anthèse, qui propose de faire des lithographies sur pierre, sur une machine du 19e siècle. C'était assez rare et phénoménal pour qu'on aille se déplacer, voir comment ça marche. Et puis évidemment, en fin d'émission, on retrouvera Laurent Giannati pour sa chronique Coup de cœur BD Geste. Il a choisi cette fois-ci un album jeunesse. C'est son coup de cœur de l'année en jeunesse. Mais je vous laisse le suspense pour savoir tout à l'heure. On va maintenant retrouver Grzegorz et Jean Van Damme, ou plutôt Jean Van Damme d'abord, puis Grzegorz Rosinski. Et en fin de sujet, une surprise. Mais ça, je vous laisse ça pour tout à l'heure. Allez, on y va, à tout de suite. Bonjour, cher Jean Van Damme. Bonjour. Vous avez créé cette série Torgal il y a plus de 40 ans aujourd'hui. Elle a continué à vivre même sans vous parce que vous avez lâché le crayon depuis quelques épisodes. Cela dit, forcément, j'imagine pas un instant que vous ayez lâché l'œil en revanche des différentes parutions qui ne sont pas arrivées d'après votre départ. C'est pas tout à fait vrai. J'ai arrêté Torgal il y a 12 ans. Donc pour moi, ça fait un peu partie du passé. De temps en temps, comme c'était le cas à Rixensart, dans ce merveilleux spectacle musical qui a été donné ces derniers jours, là, ça réveille un peu ma nostalgie. Et ce soir aussi, d'ailleurs, ça va réveiller un peu ma nostalgie. Mais en principe, je n'y pense plus trop. Je vois les albums débouler les uns après les autres, le nombre de comparses de Torgal se multiplier à l'infini. Bon, ça m'amuse, c'est bien, mais je ne dis pas que je ne me sens pas concerné, mais je n'éprouve pas de regret de l'avoir quitté. C'était une série qui était un petit peu fantastique, un peu de science-fiction d'ailleurs, un peu médiévale, vous avez mélangé plein de choses, et en le secouant beaucoup aujourd'hui, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce que c'est Torgal ? Je ne vais pas dire un art de vivre parce que le malheureux, je lui envie pas son existence vu qu'il est toujours sur le grill. Mais je crois que le point commun, c'est l'amitié, l'affection pour les siens. C'est un certain sens de la justice et du droit, si je puis dire, ce qui n'existait pas vraiment à l'époque. Et pas la haine, parce qu'il n'éprouve pas de haine, mais le rejet de tout ce qui est dictatorial, de tout ce qui est abus de pouvoir, de tout ce qui est méchant, en fait. Donc, en fait, Torgal, c'est le parfait boy scout qui aide les dames à traverser la rue. Un boy scout viking avec des super pouvoirs. Lui pas, ses enfants oui. Un petit peu. Lui, son super pouvoir, c'est quand même d'être champion olympique de tir à l'arc. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Non, mais donc, il vient du pays des étoiles quand même. Oui, il vient du pays des étoiles, mais ça, il l'a appris un peu plus tard. Mais ça lui a rien laissé, sauf son talent d'archer. Ce qui le met en concurrence avec Robin des Bois, bien entendu. Mais comme ils ne sont pas tout à fait contemporains, ça se passe bien. Vous faites bien de parler des archers, parce qu'évidemment, c'est pour moi et pour nombre de vos lecteurs le meilleur album de cette série. Je pense que je l'ai lu ado, ça m'a marqué pour toute ma vie. Je pense que ça reste un des albums chef-d'œuvre de toute votre carrière. J'en mettrai d'autres, mais celui-là en fait forcément partie. Le Torgal, les archers. Ah, mais ça, c'est un western. Il y a du western parfois, il y a parfois de la science-fiction, il y a parfois de la magie, il y a un petit peu tous les genres. C'est bien, Torgal se prêtait à peu près à tous les genres. Le seul inconvénient qu'il avait, c'est que contrairement à l'Argoinch, il n'avait pas d'avion pour se déplacer. Donc pour l'amener ailleurs que dans le pays viking, ça prenait un certain temps. Parce que de temps en temps, Grzegorz Rosinski, le dessinateur, avait envie de changer de décor, ce que je peux comprendre. Parce que la neige, c'est bien joli, mais de temps en temps, le soleil, c'est pas mal aussi. Donc on a mis un certain temps à le déplacer. Mais à part ça, c'est le personnage idéal qui sait tout faire, il peut tout faire, il peut tout aimer. Bon, je lui ai fait le coup de l'amnésie, évidemment, mais ça, je l'avais déjà fait ailleurs dans une autre série. Ma femme m'a dit, mais enfin, t'as pas d'autres idées? J'ai dit, écoute, non, ça permettra
une petite excursion hors conjugalité, ce qui n'est pas très bien. D'ailleurs, sa femme s'est un petit peu vengée en le mettant dans une cage, enfin en le laissant dans une cage. Mais dans l'ensemble, c'est un personnage que je trouve assez agréable à faire agir. Torgal fait partie de ces quelques séries que vous avez créées. Vous parliez de Largo Winch, on faisait référence à 13, donc ce sont ces immenses héros de la bande dessinée aujourd'hui qui s'exportent. Torgal, rappelons-le, c'est 18 langues, on lit Torgal quasiment dans le monde entier. Vous avez cette responsabilité-là aussi sur la bande dessinée dans le monde ? Pas vraiment, parce que soyons clairs, en dehors du domaine, je vais dire francophone, donc Suisse, France, Belgique et un petit peu le Québec, notre bande dessinée franco-belge, comme on dit, ne se vend pas beaucoup à l'étranger. Aujourd'hui, il y a des enfants qui s'appellent Torgal ou Aricia. On est à côté justement de personnages de votre série. C'est la convention Torgal. Ça, c'est une fierté quand même pour vous d'avoir créé ça. Ces prénoms-là, c'est vous qui les avez créés. Il y a surtout beaucoup de Jolans. Oui. C'est vrai qu'il y a des Torgal. Donc, je poursuis tous ces gens en justice, les parents, pour essayer d'avoir des droits d'auteur à vie. Non, c'est tombé sur un non-lieu. Je me suis borné à les féliciter quand je recevais un faire-part. Ce qui n'était pas toujours le cas, mais j'en découvre de temps en temps. Ça vous fait plaisir ou pas ? Évidemment, vous inventez un nom et vous apercevez que ça plaît tellement aux parents que ces malheureux gosses vont porter ce nom toute leur vie. Ils en sont peut-être fiers et heureux, hein, je l'espère pour eux. Non, je plaisante, bien sûr que ça fait plaisir. Dites, j'ai plus de voix, moi. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Ma belle voix grave est partie ailleurs. Au pays des étoiles. Merci beaucoup, Jean Van Damme, et bravo. Merci à vous. Bonjour Grégor. Bonjour. On se voit pour parler de ce dernier, ultime volume de Torgal que vous avez dessiné. Oui. Vous l'avez créé il y a plus de 40 ans, oui, avec Jean Van Damme. Par moi. Aujourd'hui, ça y est, oui. Vous lâchez l'affaire aussi ? Comment ? Vous lâchez aussi cette série, alors ça y est, vous avez fait votre travail, vous avez tout donné. Oui. Non mais vous êtes triste, vous êtes nostalgique, vous avez déjà un peu de recul ? Non, pas triste du tout. Pas triste du tout, mais c'est parce que c'est normal, j'ai une notion de temps. Le temps passe, nous vieillissons, et bon, les personnages aussi, même, mais c'est plus lentement, quand Jean a dit une fois, malheureusement plus lentement que les auteurs. Cela dit, vous nous avez gâtés dans ce dernier album, il y a des images absolument splendides, dans l'eau, dans la jungle, enfin, on sent que voilà, il y a de très très belles images dans ce récit. Voilà, vous vous êtes fait plaisir, on le sent. Oui. Oui. Non mais vous vouliez donner un beau coup de crayon pour lâcher votre héros. Pas crayon, j'ai abandonné crayon. Pinceau. Si je vais faire le bande dessinée en crayon, je le fais uniquement avec le crayon. Même pas l'ancrage parce que c'est trop artificiel. C'est trop pas. Vous faites au pinceau directement maintenant ? C'est pas l'occasion pour expliquer tout ça. Donc je fais l'image tout simplement. Je ne suis pas dessinateur, je suis créateur de l'image. Ah, vous ne vous considérez pas comme un dessinateur ? Je visualise le texte, les scénarios de mon théâtre. C'est ça, c'est votre petit théâtre, vos personnages, vous avez joué avec pendant 40 ans. Je joue toujours. Oui. Ça vaut la peine de me filmer pendant quand je dessine parce que je me transforme. C'est comme à Jacobs, quand il a dessiné, il jouait tout. Parce qu'il était comédien, l'acteur aussi. Vous incarnez tous les rôles, même les rôles de filles ? Comment ? Vous incarnez tous les rôles de votre série, même les rôles de... C'est absolument indispensable, mais pas seulement les hommes et les femmes, aussi. et les animaux aussi, et les arbres, les fleuves, l'eau, tout ça, je m'identifie avec tout ça. Pour être crédible, pour faire vrai, c'est... Et là, quand vous rencontrez vos personnages en chair et en os, qu'est-ce que vous ressentez quand vous les voyez ? Je suis vraiment ému. Mais ne me filmez pas parce que j'ai un peu de temps. C'est très timide. C'est pour ça que je préfère
d'être avec mes filles que je dessine, avec les femmes que je fais en intimité de mon atelier, quand personne ne me regarde pas. Comme ça, je me sens en sécurité parce que en live, c'est pas d'habitude. C'est une intense émotion. Là, donc, vous avez fait le dernier album avec Yann. C'est vous qui l'avez choisi? Oui. C'est l'éditeur. Je ne connaissais pas personnellement Yann avant. Et c'est avec l'autre scénariste, c'était pareil. C'est l'éditeur qui a pris la responsabilité sur la suite, la continuation de Torgal. C'est lui qui était stratège. Et moi, je pouvais dire non. Et vous avez dit oui. Mais évidemment, parce qu'on ne refuse pas quand il y a des scénaristes comme Yann, comme Dorisson, comme les autres, on ne dit pas non. On ne refuse pas, ce sont les meilleurs. Allez, on quitte les Vikings et les héros du Lombard pour aller maintenant à la galerie, enfin c'est l'atelier plutôt en thèse, pour retrouver Antonio Napone qui va nous faire un magnifique dessin sur pierre. J'ai hâte de voir ça. Bonjour Antonio Napone. Bonjour. Je suis très contente de vous voir parce que ça fait longtemps que je suis votre travail, ça fait longtemps que j'aime beaucoup ce que vous faites graphiquement. Vous avez vraiment une patte, un trait, évidemment avec des influences. Hein. On pense à la ligne claire, on pense au style atome. Oui. On sait les auteurs que vous avez lus quand vous étiez enfant. Oui. Bah, vraiment, pas vraiment quand j'étais enfant parce que j'ai découvert pour la première fois le travail de Yves Chaland dans les années, vers la fin des années 90. Donc je pense qu'en Italie, on a juste traduit le cimetière des éléphants, broché en plus, et j'ai découvert ça. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, voilà, même moi que je suis graphiste, je peux faire un peu de bande dessinée, parce que bon, l'école italienne est très artistique, donc moi je me vois pas mal dans cette ligne. Italien, mais vous parlez très bien français parce que vous avez vécu dans le pays de la bande dessinée, en Belgique. J'ai habité en Belgique, oui, pour vraiment être submergé par la bande dessinée. Non. Je dois dire que j'ai choisi la Belgique pour différents motifs, mais vraiment, j'avais envie de connaître vraiment le pays et surtout travailler dans des galeries que j'aimais bien. Donc, c'était pour ça aussi. Vous me disiez tout à l'heure, vous ne vous sentez pas auteur de bande dessinée ni illustrateur, mais graphiste. C'est particulier, graphiste, différent pour vous ? Oui, parce que c'est une école différente. On apprend la technique de l'impression, on apprend la couleur, la composition de la page. Parfois, on voit des dessinateurs qui sont magnifiques dans le dessin, mais dans la mise en page, c'est classique, ou la typo de la couverture des titres est complètement simple. Donc moi, je me retrouve beaucoup dans la mise en page. Je travaille beaucoup le découpage, et parfois c'est inspiré par les comics américains. Pourquoi? Parce que moi, en Italie, j'ai vécu ça quand j'étais petit, plutôt que la BD italienne ou francophone. Pourtant, vous travaillez avec des auteurs français, avec des scénaristes. Je peux citer Régis Sautière, JF, Jean-Philippe Perrault plus récemment. Enfin, voilà, le prochain, c'est un espagnol, je crois, Ranias Canales. Oui, en débutante, oui. Oui, c'est Juan Canales et Teresa Valero, donc tous les deux sont en train de travailler avec moi. Non, mais je veux dire, le fait de travailler avec des scénaristes, forcément, vous parlez de la mise en page, ça aide aussi dans votre travail de graphiste, pour le coup. Oui, disons que moi, je me prends toujours la liberté de changer un peu la mise en page, comme avec Mondrian. Jean-Philippe Perrault m'avait donné un scénario très classique, et quand on a regardé les tableaux de Mondrian, on s'est dit, déjà, les tableaux sont des mises en page, sont des cases, et on a travaillé dans cette ligne.
D'accord, donc là, Mondrian, c'était quand même un travail particulier, mais là, on découvre notamment là, ce livre que vous venez de publier aux éditions Canes, The New Frontier, qui est là une compilation de vos plus beaux dessins. Il y a des choses anciennes et des choses nouvelles. Moi, j'adore votre travail graphique, je l'ai dit, donc forcément, je suis réjouie du début à la fin du livre. Mais là, donc, voilà, pour le coup, il n'y a pas d'histoire, forcément. Donc, mais pour ceux qui aiment votre travail, on va pouvoir se régaler dans ce livre aussi. Oui, il n'y a pas d'histoire, mais il y a une histoire que c'est la nuit, c'est le voyage, c'est la musique, c'est la radio, c'est les chats, tout ce que j'ai mis dans mes BD dans toutes les années que je travaille. Bon, disons que je suis arrivé dans la BD au début des années 2000. Donc j'ai démarré dans les éditions Paquet pour démarrer jusqu'à Dargaud, mais je travaille chez Canes aussi, donc je ne me suis jamais demandé pourquoi et comment. C'est une question aussi de feeling. The New Frontier, c'était le nom d'une exposition que vous aviez présentée à la Galerie Champaca à Bruxelles en 2015. Oui. Et donc c'est maintenant le titre de ce livre-là. Voilà, c'est votre travail, c'est vous, la Nouvelle Frontière? Non, c'est la Nouvelle Frontière, c'est un peu la belle époque des années 50-60, quand on avait vraiment... Quand à l'époque on disait la Nouvelle Frontière de l'histoire, de notre histoire, de la nouveauté, on rêvait beaucoup. Et moi j'aime bien faire rêver encore. C'est vrai qu'on a beaucoup de bandes dessinées. En Italie notamment, on a beaucoup de romans graphiques, on découvre le roman graphique, mais c'est toujours des histoires très compliquées, très tristes. Donc on a déjà de la tristesse partout. Et la Nouvelle Frontière, c'est aussi faire rêver les gens. Vous avez cité les années 50, les années 40, 30, je dirais que vous êtes plutôt rétro comme garçon. C'est vraiment une période qui vous intéresse particulièrement? Graphiquement. Parce qu'il faut dire que j'ai étudié cette époque-là et aujourd'hui, on peut dire qu'on vit bien. À l'époque, on avait beaucoup de difficultés déjà entre les hommes et les femmes. Et voilà. Donc, disons que c'était la belle époque pour le design, mais pour la vie quotidienne, il ne faut pas trop rêver. Voilà. Non, mais, en fait, vous adorez dessiner les femmes, c'est parce que c'est les costumes peut-être de cette époque-là, en tout cas les habits, les vêtements, le mobilier. Enfin, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment à ce moment-là? Le moment, c'était qu'on sortait de la guerre. Ils sortaient de la guerre et ils avaient envie de montrer le mieux, le meilleur. Et donc, tout le monde s'habillait bien, même les plus pauvres cherchaient de se trouver au même niveau des autres. Et c'est vrai que la mode était au maximum. C'était vraiment l'époque où on pouvait sortir de belles choses. Et pourtant, vous vous habillez très contemporain. Je m'attendais à vous voir peut-être habillé années 50, non? Non, jusqu'à là, non, mais j'étais collègue aussi qui se met des t-shirts de Superman, mais ça, je le fais à la maison. Là, évidemment, vous êtes entouré de toutes vos pages. Vous êtes venu présenter votre travail ici à Paris, dans cet atelier qui ne fait pas que des expositions, mais il fait aussi de la sérigraphie. Et là, on vous a vu dessiner sur une pierre. C'est quand même très particulier. C'est une technique dans cette magie du 19e siècle. Oui. Vous saviez que vous alliez faire ça ici, dans ce cadre-là? Oui, et j'ai appris sur place, parce que bon, je l'ai étudié, mais je n'ai jamais pratiqué. Donc c'est vraiment génial de voir comme le crayon gras sur une pierre peut devenir une image à imprimer. Donc c'est super ça. Il faut travailler à la main. Moi je dis toujours dans les écoles qu'il faut d'abord dessiner au crayon. Et aujourd'hui on essaie toujours de dessiner directement la Cintiq. Donc les jeunes ils n'ont plus de papier, de matière. Il faut revenir à ça. Oh ben là, la matière, c'est de la grosse pierre quand même. C'est un peu difficile à transporter, donc une bande dessinée de 75 pages, c'est un peu lourde, mais quand même sur un papier, il faut dessiner. Vous faites tout classiquement, vos couleurs sont à l'aquarelle, sur les albums, etc. Vous n'êtes pas du tout passé à l'ordinateur encore? Alors, à l'ordinateur, je travaille quand je fais les images pour des affiches, des pochettes, compagnie, et pour m'amuser aussi. Et pour la bande dessinée, j'essaie de travailler à la plume, à l'encre. Là, le nouveau projet avec Juan et Teresa, c'est au crayon à l'aquarelle. D'accord, donc ça, classiquement, vous êtes classique dans vos goûts, vous êtes classique dans votre technique. Oui. Mais j'ai appris ça quand j'ai vu en Belgique qu'il y a des galeries qui montrent les planches, les originaux, et les gens ils les regardent. Parfois, c'est bien. Ah bon, on aime bien, voilà. En l'occurrence, on est entouré de vos originaux. Effectivement, on est admiratif aussi de votre travail. On lisait, là, vous allez travailler avec Juan Diaz Canales sur un nouveau diptyque aux éditions Dargaud. Oui. En avant-première, pour Entrecase, on va voir quelques mots. Oui, bien sûr. C'est une histoire... ça raconte l'histoire d'un journal, un peu comme l'Esquire américain. Donc on démarre dans les années 40 pour terminer cette histoire dans les années 70. Donc on va voir vos héros vieillir. C'est ça la difficulté, c'est qu'on a des personnages, beaucoup,
parce que c'est une histoire chorale. Donc on est comme dans la série Mad Men, on a plein de personnages, une rédaction de journal à Manhattan, et c'est vraiment le changement de costume, de personnages. C'est pas facile du tout, mais c'est amusant. Oui, forcément. Puis ça dessine aussi cette époque que vous adorez, mais un peu plus loin, du coup, des années 70, 70. Oui, mais en plus, Teresa et Juan, ils m'ont donné la possibilité, si je peux dire comme ça, de dessiner plein de choses que j'ai jamais dessinées. Donc on a aussi de la politique dedans, on a l'histoire avec les portoricains, on a les femmes d'Amérique qui se réveillent aussi. Donc là, on a la première rédactrice chef, c'est une femme. Elle est danseuse, elle devient chef du journal. On a un dessinateur de couverture, que c'est moi. Donc je dois dessiner l'album au crayon pour dessiner les couvertures avec mon style de dessin graphique. Donc c'était vraiment particulier comme recherche graphique. Mais c'est bien. Il faut toujours étudier. Le dessin que vous avez fait là aujourd'hui pour cette lithographie là particulière, vous aviez déjà choisi, vous saviez que vous alliez dessiner cette femme-là, pourquoi c'est celle-là? Est-ce qu'elle représente particulièrement votre travail? Non, en fait, je ne savais pas quoi faire sur la pierre. Hein. Donc j'ai demandé un feuille pour essayer un truc et je me suis dit, bon, ça c'est bien, elle rentre bien dans les proportions de la pierre. Et après, la difficulté c'était de dessiner sur la pierre sans toucher la pierre parce qu'en fait, on doit pas laisser du gras. Parce que le gras est imprimé. C'est ça la magie de la pierre. Et la difficulté. Oui, parce que le crayon gras, il prend l'encre. Et donc, il ne faut pas toucher la pierre avec la main. Merci et bravo, Antonio. Merci. Pour cet accueil merveilleux, vraiment je vous recommande d'aller voir, hein. Vous pouvez évidemment vous procurer les magnifiques lithographies qu'on a pu admirer de Antonio Lapone, mais vous pouvez aussi juste aller voir comment ça marche, ces belles presses de près. C'est 34 rue Perrier à Montrouge, voilà, vous savez tout. C'est maintenant le moment de retrouver Laurent Genati pour son coup de cœur BDG. Il a choisi un album jeunesse et selon ses dires, c'est même probablement son album préféré de l'année en jeunesse. Allez, allez-y Laurent. Et oui Emma, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un album jeunesse. Il s'agit du Secret de Zara, donc vous pouvez voir la magnifique couverture, éditée chez Delcourt dans la collection Les Enfants Gâtés, de Fred Bernard et Benjamin Flao. Donc Zara est une petite fille qui est passionnée d'art et de peinture en particulier. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ses parents vendent du matériel à des artistes, donc elle a baigné depuis toute petite dans les expositions, dans les vernissages, et elle le peint absolument toute la journée, du matin au soir. Mais le souci, c'est qu'elle peint aussi de partout, dans sa chambre, sur les murs, dans des lieux improbables. Et à un moment donné, ses parents se fâchent et lui confisquent tout son matériel de peinture. Et ils ne lui laissent finalement que des crayons de couleur. Finalement, Emma va réussir à récupérer un petit peu de peinture en commençant par des couleurs primaires. Et on va la voir se lancer dans des fresques magnifiques, dans une pièce un petit peu oubliée chez ses parents. Et on va suivre un petit peu une sorte d'initiation en fait d'Emma à la peinture. Donc c'est un album magnifique. On connaissait évidemment Fred Bernard pour tout ce qui est jeunesse. C'est un auteur qui publie énormément en jeunesse. Mais aussi, je vous rappelle que c'est le créateur de Jeanne Picquiny, la célèbre aventurière moderne du début du XXe. Et Benjamin Flao, c'est un magnifique dessinateur qu'on a vu notamment dans Kill Lana Song, dans La ligne de fuite. Donc je vous conseille évidemment cet album. Je vous remonte la couverture, Le Secret de Zara. À savoir aussi que ces deux auteurs ont également commis un album récemment qui est un petit peu dans toutes les sélections en cette fin d'année, qui s'appelle Essence, aux éditions Futuropolis. Alors c'est aussi l'occasion, puisqu'on parle d'album jeunesse, de vous présenter une sélection, parmi tant d'autres, qui a été réalisée par l'ACBD, donc l'Association des critiques de bande dessinée. Et je vous propose donc 5 titres en plus à mettre éventuellement sous le sapin de Noël. Donc Noël arrive très bientôt. Donc il s'agit des Cavaliers de l'Apocalypse, aux éditions Dupuis, des Crocs que vous connaissez puisque Emma a interviewé Léa Mazet récemment et vous avez pu voir donc l'émission dans un entrecase très récent. Jacques le Téméraire, le tome 2, Mozart aux éditions Delcourt et Kong Kong aux éditions Casterman.
Voilà donc quelques idées de lecture pour vous, pour vos enfants, et surtout de bonnes idées de cadeaux. À très bientôt. Merci Charles Laurent pour ce nouveau conseil. J'en profite pour remercier BDGest qui relie cette émission sur son site. Et merci à notre partenaire, donc BDGest. Merci évidemment à Nicolas derrière la caméra qui réalise toujours cette si belle émission. Vous n'hésitez pas, si vous l'avez aimé aussi, à liker cette émission, à la partager, à vous abonner à la chaîne Entrecast pour ne rien louper. On se retrouve évidemment très vite pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Salut!